Passer du RMI à l'ISF, c'est 3 lettres complètement différentes, hein, qui changent toute ta vie. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on n'est pas tout seul, on est avec Jamel. Mais avant d'attaquer la petite interview avec Jamel, on va commencer par rappeler un peu l'usage. Et comme d'habitude, tu peux, en allant sur mon site, télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » ou alors tu peux aller juste sur Amazon et taper « riche ». Oui, et je suis en première page. Ne me demande pas comment j'ai fait, je ne le sais pas moi-même. Et tu peux commander le livre sur Amazon. Je suis super content que tu puisses commander ce livre. Et merci à tous ceux qui l'ont déjà commandé, ça me fait chaud au cœur. Merci pour tous les messages, enfin merci pour tout. On va arrêter les courbettes, même en cette période de fête. Comme si ça ne suffisait pas, tu peux aller dans l'onglet programme de mon site immobiliercompagnie.com et tu peux choisir 1 million ou 10 millions. Oui, ils sont enfin disponibles. Tu cliques, tu coches la petite case et tu as un coaching personnalisé avec moi. Ouais, juste ça pour Noël, ça peut être pas mal. Hein, si tu veux passer un joyeux Noël, tu fais ça. Et on travaille ensemble, aussi simple que ça. 1 million, c'est pour les débutants, de 0 à 1 million et je t'accompagne. Et 10 millions, c'est pour ceux qui veulent avoir un petit peu plus. Et là, je t'accompagne à aller chercher la lune ou les étoiles. Ça, c'est toi qui choisis. Enfin, et pour finir, et comme d'habitude, tu le sais, ce qui m'aide le plus avec cette émission, c'est de me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes l'émission. C'est vraiment important pour moi, c'est ce qui me permet aujourd'hui au niveau des podcasts de me faire voir. Allez, aujourd'hui tu l'as compris, je ne suis pas tout seul, je suis avec Jamel. Et avant de poser ma première question à Jamel, je voudrais juste te dire une chose. Ici, tu vas voir vraiment comment on arrive à passer, comme il l'a dit lui-même, du RMI à l'ISF. Et comme il le dit lui-même, c'est 3 lettres qui changent pas mal de choses. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de cette émission, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander directement à l'invité du jour. Jamel, j'aimerais que tu nous dises, tu as déclaré dans une interview que tu faisais partie d'une famille où les choses étaient si graves qu'il était indispensable d'en rire. Peux-tu développer, s'il te plaît? Ah ouais, c'est pas mal. C'est vrai que dédramatiser, c'est plus simple et c'est mieux à vivre. Tu vois, un drame est un drame de toute façon. Il y a une manière de le vivre, apparemment, c'est dramatique. Mais quand tu réussis à voir à la distance et que tu te dis finalement, si on n'est pas mort, c'est pas grave, et que tu réussis à en rire, tu le vis mieux, de manière générale. Je pense que le rire est un magnifique médicament pour aborder n'importe quelle situation, à quelque chose près. Et puis quand tu habites dans une cité, tu as des drames tout le temps, et on en rit tout le temps, souvent. Sinon, c'est drame plus drame, c'est dramatique, quoi, tu vois. C'est invivable, noir sur noir, il n'y a plus d'espoir, comme dirait Jean-Luc Lahaye. Sinon, tu t'apitoies sur ton sort et tu deviens de plus en plus lourd. Tu vois, les drames, ça rend obèse à l'intérieur. Tu ne peux plus te déplacer, t'es pas bien dans ta peau quand tu as un drame que tu n'arrives pas à surpasser. C'est pour ça qu'il y a plein d'outils à notre disposition. Il y a les psychologues, mais il y a aussi les humoristes. Bon. Là, je sais ce que tu es en train de te dire. Tu te dis, mais attends Nicolas, je comprends pas trop le rapport avec l'ISF. Patiente, mon ami, patiente, on va y venir. On va commencer par le début. Il faut comprendre une chose, c'est que là, dans cette interview, alors tu l'as compris, je m'amuse avec le fait que c'est mon invité, mais je décrypte des interviews aussi maintenant. Et bien, dans cette interview, Jamel, en fait, va te montrer vraiment une facette de l'état d'esprit dont je te parlais dans le boulanger millionnaire de San Francisco, qui va donc dans le même sens, mais qui est dit différemment et qui va peut-être mieux te faire comprendre certains détails. Ce que je veux que tu entendes là, qui est hyper important déjà, c'est qu'il dit une chose, mais pour moi, c'est presque, c'est ton karma, quoi, tu vois, c'est que, en gros, tant que t'es pas mort, c'est jamais grave. Et comme il le dit lui-même, apparemment, c'est vrai, une situation dramatique a l'air, quand tu parles avec des êtres humains, d'accord, on a la sensation que toute situation dramatique doit être vécue de la même façon. Mais la vérité, c'est que non, en fait, pas du tout. Tu as le droit de vivre le drame de la façon qui t'arrange le mieux, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment ça. Tu as le droit de vivre le drame à la manière qui te sied le mieux, de la façon la plus opportune à la situation dans laquelle tu te trouves. Et ce qu'il est en train de t'expliquer, ni plus ni moins, en se faisant un coup de pub à la fin et en rigolant un peu, en te vendant l'air de rien un produit qui est lui-même en fait. Il te dit,
bah, effectivement, tu peux aller voir un psy ou tu peux aller voir un humoriste. Tu peux aller faire... Tu as mille et une façons aujourd'hui de noyer ton chagrin dans la société dans laquelle on vit. Et c'est toi seul, qui choisis de régler le problème que tu as avec toi-même. Ce qui est hyper intéressant, c'est que, en gros, il est en train de t'apprendre à dédramatiser. Alors voyons maintenant en quoi nous, ça peut nous être intéressant. Comment ça peut nous être utile, ce que Jamel est en train de t'expliquer. Quel est le principal problème des gens qui se lancent dans le business, qui sont dans le business ou qui ont des problèmes dans le business? On est tous logés à la même enseigne. Je veux dire, tu prends mon cas, je prends ton cas, je prends le cas de tout le monde. On a tous les mêmes problèmes à une échelle simplement différente. En gros, je vais te dire, je vais traduire ce que je suis en train de te dire. Pour faire simple, tu veux gagner plus d'argent et tu as simplement peur de faire ce qu'il faut pour gagner plus parce que tu as peur de perdre de l'argent. Mais Jamel vient de te donner la clé de la réussite. Il te dit, si tu n'es pas mort, eh bien, il n'y a pas de problème en fait. Et franchement, on va se retourner vers Jamel, on va lui poser juste une question parce que Jamel est vraiment la meilleure personne pour te parler de ce sujet d'état d'esprit. Je regarde l'invité, Jamel. Est-ce que tu pourrais nous toucher un mot de l'accident que tu as eu et comment tu as géré finalement ce drame? C'est pour ça que j'aime pas Combini, c'est aussi pour ce genre de choses. C'est des questions trop personnelles, trop intimes. Alors pour répondre à cette question relou encore, le déni, tout simplement. Le déni? Ouais, le déni. La seule manière pour moi de passer outre cet accident, c'est de me dire, il n'existe pas. Il existe évidemment, c'est là, je le mets dans ma poche et j'avance. Et une anecdote, si tu veux, le jour où on m'a appris que je ne bougerais plus le bras, j'ai tout de suite demandé au docteur s'il pouvait me prêter son stylo pour écrire de la gauche. Ça a été un réflexe immédiat. Parce que pas de temps à perdre, quoi, tu vois. Et je me suis mis à danser tout de suite. C'est une manière de nier que j'étais freiné ou diminué ou que je ne pouvais pas faire comme les autres. C'était impensable. Impensable de ne pas arriver à mes fins, c'est-à-dire vivre comme je l'entendais, quoi. Rire, faire rire. J'adore cette émission, j'adore Jamel Debbouze, j'adore tout ça. Écoute, tu le sais peut-être pas, je vais commencer par une petite histoire. J'aime bien te raconter des histoires. Quand j'ai commencé sur Internet, j'ai fait directement des vidéos. Et bon, on me demande pas pourquoi. À un moment donné, je m'étais mis en tête de faire des articles invités. Quand j'ai commencé les vidéos, il y avait encore cette vague de gens qui faisaient du blogging. Et ils te disaient encore, tu sais, si tu veux être vu, il faut faire des articles invités. Et j'ai fait un article invité sur un site qui appartenait à un certain Charles, que j'apprécie d'ailleurs toujours autant, qui était un garçon très gentil, et qui avait un énorme site de développement personnel, puisque à l'époque, quand tu faisais un article, quand tu tapais, développement personnel, son site était en première page. Je crois que si je dis pas de bêtises, ça s'appelait Vie Explosive, de mémoire, mais je me trompe peut-être. Ça n'a pas d'importance. Bon, s'il y en a qui savent, vous me le faites savoir par email. Mais bon, voilà. Et j'avais écrit un article sur le développement personnel parce que j'estimais que j'avais un point intéressant. Et je trouve que là, Jamel te donne un trait de caractère que moi, j'exploite depuis des années. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'étais invité dans un groupe privé d'investisseurs inhérents à des programmes de vente en ligne de personnes que je côtoie, enfin bon bref, peu importe. Et j'ai aussi tenu ce discours auprès de la personne, et il est temps pour moi de te le dire. Il te parle du déni, et moi j'ai tendance à le dire de cette façon-là. Ignorer les choses, choisir d'ignorer certaines choses, choisir de ne pas savoir certaines choses, c'est un pouvoir. Tu as un pouvoir, tu peux décider d'ignorer une chose. Et tu n'as pas besoin de savoir certaines choses. Moi, il y a des choses que je ne veux pas savoir. Ça ne m'intéresse pas. Point. Et d'ailleurs, je ne vais pas te cacher que je me heurte parfois à une forme de violence. Ouais, je vais peser mes mots parce que je me retrouve en face de personnes qui ont tendance à me dire « Mais comment? Mais pourquoi tu ne veux pas savoir ça? C'est pas normal, t'es pas normal. » Alors que c'est leur propre besoin de savoir qui s'exprime au travers de cette agressivité. Mais là, on a quelqu'un à qui il est arrivé quand même quelque chose de pas anodin. Il y a beaucoup de gens qui se seraient effondrés psychologiquement. Le mec te dit, je l'ai mis dans la poche et j'ai fait comme si ça n'existait pas. En fait, ça existe, c'est là, je le sais puisque je l'ai dans la poche. Mais il est hors de question que ça me freine. Et là, tu es en train de voir la force du gars, quoi.
Et je ne parle pas de la force physique là, je te parle de la force intérieure qui le pousse à faire une chose, humoriste. Imagine 2 secondes. Imagine, tu vas voir tes parents et tu leur dis, tu veux faire quoi? Humoriste. Et ça fait 10 ans que tu dis ça à tes parents. C'est pas un métier quoi. Enfin, je veux dire, techniquement, il y a très peu d'élus quoi, et beaucoup d'appelés. Et même, on va aller au-delà de ça. Si tu as des enfants, imagine ton gamin qui te dit, je veux être humoriste. Tu peux me dire ce que tu veux, c'est ton gosse, tu as envie de le soutenir et tout. Tu sais que ça va être chaud. Et selon ta situation financière, parce que nous y voilà, hein, le vrai fond du problème, les finances, l'argent, le fric, le flouze, le pognon, eh ben, tu te dis que effectivement, voilà, ton gamin te dit il va être humoriste. Si tu n'as pas d'argent, c'est juste pas réaliste. Tu te dis quoi? Tu te dis je vais pas le garder dans la chambre en mode Tanguy toute sa vie, le morpion là. T'inquiète, moi j'ai une morpionne, c'est de l'humour, il faut le prendre au second degré, ok? Dans une émission avec un humoriste, je fais de l'humour, ouh là là. Allez, j'arrête, c'est bon, j'arrête. Donc, déjà là, tu comprends un petit peu l'état d'esprit qu'il faut avoir, la force qu'il faut y avoir, la force cachée derrière ça. Là, on a un mec à qui il est arrivé un drame et qui va au-delà du conseil qu'il t'a donné tout à l'heure. Là, on n'est plus dans la dédramatisation, mec. Hein. On n'est pas dans le mode voilà. Non, le mec a perdu son bras. Voilà, on va mettre les mots. Enfin, il n'a pas perdu, il l'a toujours, mais il ne peut plus s'en servir. Son bras droit, le gars est droitier. Alors écoute-moi bien maintenant, je vais t'expliquer le point de cette émission. On y est là déjà. L'émission la plus rapide ever que j'ai jamais fait où on est au point. T'as perdu 10 000 balles? Viens pas me faire chier. 10 000 balles, on en a rien à foutre. T'as perdu 20 000 balles? Oh oui, tu veux faire des affaires, t'as perdu. On en a rien à foutre. Imagine, t'as perdu ton bras. Est-ce que comme Jamel, tu prends tout de suite un stylo de la main gauche pour commencer à apprendre? Est-ce que c'est ton premier réflexe? Excuse-moi de te dire ce que je pense profondément. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui auraient cette force d'esprit. Je vais te raconter une autre histoire maintenant. Une histoire qui me concerne. Ce n'est pas pour ramener les choses à moi, c'est parce que j'ai envie que tu vois l'état d'esprit, ok? Écoute bien ce que je vais te dire. Pendant très longtemps, quand je faisais du sport à haut niveau, parce que c'était le seul truc que j'avais en tête, tu vois, et j'ai eu une période de ma vie où j'étais très accaparé par le sport à haut niveau, malgré que je faisais de l'immobilier à côté, ça restait pour moi, tu vois, aller au JO, etc. C'était vraiment le summum, quoi. Bon, je ne l'ai pas atteint, mais passons. Et j'avais toujours un discours où je me disais, si je finis en fauteuil roulant ou tétraplégique, ça serait très dur pour moi. Je ne cherche pas à manquer de respect aux gens handicapés, absolument pas. Mais en fait, si tu veux, quand tu as la maîtrise de ton corps, perdre la maîtrise de son corps, c'est quelque chose d'hyper complexe. Aujourd'hui, je vieillis. Je vois bien que je vieillis, je fais plus de sport. Bon là, je vais reprendre, mais je te raconte pas ma vie en te disant ça, mais c'est ma volonté profonde. Mais ok, je vieillis quand même. C'est complexe, tu vois. Ton rapport au corps, il est compliqué, surtout quand tu es sportif de haut niveau. On a tous des rapports différents à notre corps, c'est pas la question. Mais quand tu as été sportif de haut niveau, ton rapport au corps, il est compliqué en fait. Parce que tu as l'habitude d'avoir un corps opérationnel, fonctionnel, en capacité de faire des choses assez singulières, on va dire. Et quand tu perds ses capacités, c'est un peu comme un super-héros qui perd ses pouvoirs, tu vois. Tu te sens diminué. D'ailleurs, c'est intéressant, tu vois, on va revenir sur un autre sujet. Je crois réellement en la relation corps-esprit. Je pense réellement qu'il y a une relation très forte. On va en parler tout à l'heure de la confiance et tout dans cette émission, on va en parler. Et tout ça pour te dire que tu as tendance aussi à perdre un peu confiance en toi. Tu as l'habitude d'avoir un certain corps, il devient autrement et du coup, il faut le temps de se refaire. Bref, je viens au point. Aujourd'hui, au moment où je te parle, je suis tellement passionné par ce que je fais en immobilier. Ça me passionne, ça m'a toujours passionné autant que la natation. Mais il y a eu un moment où la natation était devant l'immobilier, on va pas se mentir. J'ai fait de la natation avant de faire de l'immobilier. Donc si tu veux, c'est à peu près logique qu'il ait fallu un temps pour que l'un surpasse l'autre. Bref, à un moment donné, je pensais ça. Aujourd'hui, si j'étais tétraplégique, enfin peut-être pas tétraplégique, mais si j'avais en tout cas un handicap fort, je crois que ma passion est tellement présente que j'arriverai à faire face à la situation à la même façon que Jamel. Jamel, je pense qu'il aurait pu lui arriver quoi que ce soit. Son aspiration, elle était si forte, il était tellement happé par sa passion qu'en fait, la condition physique ne rentrait pas en jeu en fait. Il voulait faire rire. Il lui manque un bras, ok, il en a un autre quoi. Mais imagine, donc je m'adresse à toi qui as perdu de l'argent, à toi qui as des galères financières, à toi qui as des petits problèmes de merde. Excuse-moi, je vais te le redire, tu as des problèmes de merde. T'as des problèmes de merde. Si tu es abattu avec tes petits problèmes de merde, fais pas d'affaires. Ne fais pas d'affaires.
Les affaires, c'est avoir des problèmes. C'est perdre de l'argent à l'échelle de l'argent qu'on investit. Et donc, c'est dur ce que je dis. C'est dur parce qu'à un moment donné, on a tous notre éducation, notre vision et notre rapport à l'argent, une relation que nous partageons tous. Hein. C'est hyper intéressant. Là, on a une discussion universelle. Hein. Toutes les personnes de cette planète ont un rapport avec l'argent. Il est différent pour chacun et il est respectable. Je ne dénigre personne. Mais c'est vachement important pour moi de te dire cette chose-là. C'est que tu veux faire des affaires, tu veux gagner de l'argent avec de l'immobilier. Ok, tu vas perdre de la thune, mec. Et viens pas pleurer pour tes 10 000 balles ou 20 000 ou 50 000 balles, en fait. Parce qu'en immobilier, tu vas jouer des 100, 200, 300, 500, 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, 20 millions, 30 millions. Ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas de limite de prix en immobilier. Donc, il n'y a pas de limite de perte. Mais est-ce que perdre de l'argent, c'est mortel? Non. Est-ce que perdre un bras, ça entamerait ton mental? Oui. Donc, inspire-toi du gars. Inspire-toi du gars. Premier réflexe, je prends un stylo, je commence à apprendre à écrire de la main gauche. Deuxième réflexe, je danse. Parce qu'il y a deux façons d'aborder un problème. Tu peux soit en rire, soit en pleurer. Mais si t'en ris, c'est moins compliqué. Non, franchement, non. Mais si j'avais pensé ou si j'avais eu un plan de carrière ou si j'avais plus ou moins prédéfini là où je voulais aller, c'est-à-dire me retrouver là à faire une interview pour Combini, si j'avais prévu tout ça, je n'y serais évidemment jamais arrivé. C'était impensable ce qui m'arrive. Les choses se sont faites au fur et à mesure, des rencontres et des plaisirs. Et ces rencontres et ces plaisirs, ça te donne confiance. Et après, tu te dis, allez, pourquoi pas, vas-y, j'enchaîne, puisqu'ils m'ont laissé rentrer là, peut-être qu'ils vont me laisser rentrer là. Et de cette porte s'ouvre une autre porte qui donne encore sur une autre personne qui est chargée de bienveillance à son tour parce qu'elle te trouve sympa. Et qui, tu vois, les choses se sont faites au fur et à mesure sans jamais aucun calcul. Mais il y a un truc qui est évident dès le départ, avant même l'accident, c'est il n'y a personne qui peut m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Parce que mes parents m'ont toujours donné cette confiance, cet amour et ce moteur de tu es le patron de ta vie, on est là, on te soutient, on est autour de toi, on t'aime. Cet amour fait que tu n'as pas envie de les décevoir et que si eux te boostent, il n'y a personne qui peut te freiner en vrai. Là, tu vois, on est dans ces moments où vraiment tu commences à te dire, surtout si tu me suis, tu commences à percuter en fait que il n'y a pas de plan à établir pour sa vie en fait. Il y a des plans à établir pour certaines choses, notamment dans la finance, on va pas se mentir. Mais il n'y a pas de vrai plan de vie. Et tu vois, ce qu'il vient de dire, c'est hyper amusant. Tous les mecs qui mènent une certaine vie, qui mènent un certain projet, on te dira tous la même chose. Moi y compris, hein, je m'inclus là-dedans parce que je me sens proche de ce gars, mais vraiment. Je pourrais dire les mêmes mots. J'ouvre des portes et chaque porte me propose de nouvelles portes et j'y vais en fait. Et quand une porte est fermée, ben, c'est pas grave, il y en a une autre à côté en fait. Il y a tellement de gens qui en fait attendent devant une porte. J'ai tellement d'histoires à te raconter, mec, j'ai l'impression d'avoir 100 ans en fait. Un jour, j'ai travaillé, dans mon bouquin, il y a des passages de vie que je te parle pas en fait, parce que sinon, ça aurait pas été un livre, tu vois, ça aurait été la Bible en encyclopédie, parce que j'ai quand même bourlingué, tu vois, t'imagines bien qu'avec les galères que j'ai eues, bref. J'ai bossé un jour quelque part et je travaillais avec un gars, Radek. J'avais même commencé à écrire un livre sur ce mec qui m'avait marqué, ce mec, mais Radek, si tu m'écoutes, putain, contacte-moi, je t'invite et tout, t'as tellement de choses à leur raconter. C'était un gars, mais un mec, un ancien militaire et tout. Et je dois te raconter cette histoire parce que lui aussi, c'est une histoire de porte, tu vois. Radek, en fait, c'était un mec carré. Le genre de gars, tu peux compter sur lui. Le mec, il habitait, je sais plus à combien de kilomètres de là où on bossait, il venait à pied. Donc déjà, quand il disait ça, tu le regardais, je lui disais, mais à quelle heure tu te lèves? Je crois qu'il était à 10 bornes, tu vois. Il se levait avant pour faire sa marche sportive avant de venir travailler. Le gars, il arrivait, il suivait pas, quoi. T'es un robot, toi? T'es Terminator? Bon. Et Radek, en fait, j'oublierai jamais parce que moi, je parle avec les gens, je me nourris vraiment de la vie de chacun. Radek, il me racontait quand il avait quitté l'armée, en fait, et qu'il était dans le civil, un truc qui l'avait vraiment marqué, qui avait été très dur pour lui, en fait, c'est qu'il tapait aux portes et il attendait devant la porte, en fait. Et ce truc-là, ça m'a marqué parce que, mais jamais, moi, je ferais ça. Moi, c'est l'inverse, limite, j'ouvre. Tu sais, des fois, ma femme, elle me dit, mais tu rentres, tu tapes pas, tu sonnes pas. Non, je dis, c'est bon, c'est ouvert, c'est que tu peux rentrer. Et tu vois les deux extrêmes, en fait. Le mec discipliné, carré, le gars, il tape et il attendait, en fait, et il attendait devant la porte parce qu'à l'armée, on lui avait appris, tu tapes et tu attends que le sergent instructeur vienne t'ouvrir. Et je comprends, en fait. Et on va finir sur ce que disait Jamel à la fin. Tu vois, il disait,
Il a eu une éducation dans ce sens-là. Il a eu une éducation qui le poussait à être le patron de sa vie. Il avait des gens derrière lui qui le tenaient. Quand tu as des parents ou un entourage qui te dit « Allez mon fils, vas-y, fais-le, c'est pas grave. Si tu te ramasses, je serai là. » Eh bien, en fait, c'est complètement différent de quand tu as un entourage qui est juste absent et où tu es seul. Et quand tu as un entourage qui te dit « Tu vois, je te l'avais dit. Tu vois, je te l'avais dit. » Le truc inconstructif au possible. Alors là, tu m'écoutes et tu vas peut-être te dire, ben moi, Nicolas, ouais, c'est vrai ce que tu dis, j'avais jamais réalisé. Et mes parents, ben en fait, ils me soutiennent pas. En fait, faut jamais que tu leur en veuilles. Ça, c'est aussi le truc, en fait. Faut jamais en vouloir à ses parents, en fait, parce que eux-mêmes n'ont pas eu cette réflexion. Et c'est même pas la peine que tu leur en parles, parce que si la remarque vient de toi, ils vont mal le prendre, le truc. Donc tu dis rien, en fait. Par contre, ce que tu dois faire, le jour où tu prends conscience de tout ça, c'est que toi, tu dois pas faire ça à tes gamins, en fait. C'est tout. C'est le meilleur des comportements à faire. Toi, après, à un moment donné, tu t'es construit. Tu es là où tu es aujourd'hui. Je ne suis pas là pour te donner des conseils d'éducation, mais je me permets un peu quand même, tu vois. Et tu assumes les choses, c'est la vie, c'est ça être adulte. On assume, tu vois. Moi, j'assume des choses des fois qui ne sont pas de mon fait, mais c'est la vie, c'est être adulte. Et après, par contre, c'est de te dire, ok, ça, j'étais pas d'accord avec, donc je vais faire comme ça. Parce que pour cette raison-là. Et je sais pourquoi. Et là, ils viennent te donner une leçon de vie, mec. Ok. Et je veux te dire un dernier truc. Ok, ta famille ne te soutient pas. Écoute, je vais te dire un truc, c'est pas grave. Quand moi, je suis là. Et la famille des investisseurs, elle est là. Tu vas rencontrer d'autres personnes qui seront là. On ne choisit pas sa famille et on doit assumer sa famille. Moi, en tout cas, je crois en ça. Par contre, tu peux choisir les gens que tu fréquentes, les gens qui te soutiennent. Tu peux choisir ces personnes-là qui vont t'apporter ce que précisément ta famille ne t'apportera jamais. Moi, si tu veux, il y a des sujets que j'évite, mais à 200% avec les membres de ma famille, parce que c'est inabordable. Il y a des choses que tu ne peux même pas parler. Il y a des choses que tu ne peux même pas montrer à ta famille parce qu'ils ne comprendraient pas. Il y a des trucs, ils ne comprendraient pas. C'est pas grave. Ça n'est pas grave. Il suffit qu'il y ait des gens avec qui tu puisses en parler. Il suffit que tu construises quelque chose à côté et que tu permettes à ta vie et à ton organisation d'aménager des espaces de temps pour ces personnes-là. Oui, aujourd'hui, je passe des fois des moments en famille où, je ne te le cache pas, voilà, je suis présent à 20% ou 10% et mon esprit est ailleurs. Mon esprit est ailleurs. Oui, ok, j'arrête de chanter. C'est vrai, je vais pas m'en cacher parce que c'est pas que j'aime pas ma famille, je les aime profondément. Mais bon, voilà, on va dire qu'on n'a pas du tout les mêmes avis. Je respecte leur avis, c'est mon rôle de respecter leur avis. Mais voilà, on n'est pas d'accord. Ils ont le droit de ne pas être d'accord avec moi, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec eux. Et par souci de passer un moment avec les gens et de vivre ces moments, ben, tu n'abordes pas ces sujets, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Il suffit que tu aies d'autres moments où tu passes des bons moments, tu vois, genre avec l'émission de Nicolas sur Immobilier Compagnie, tu vois le truc. Et là, Jamel, il te donne une leçon de vie, putain, grave ça dans ton cerveau, grave ça dans ton cerveau. Tu peux gagner cette confiance autrement, dès l'instant que tu as cette espèce de recul, que tu réalises en fait que tu as besoin d'être soutenu en fait. Tu as besoin de soutien. Et ce soutien te permet de réaliser tes rêves, quoi. Et là, tu vois, on est face à un mec, il n'aurait jamais fait de compromis. Parce qu'il avait l'amour de ses parents, il avait le strict nécessaire. Il avait le strict nécessaire. Et encore une fois, je vais ramener ça maintenant à l'argent, parce que c'est notre sujet. Je t'assure, pour n'avoir pas eu d'argent, c'est absolument pas comme les gens imaginent. Mais alors, pas du tout. Tu te fais une montagne de la faillite, alors que c'est absolument pas ce qu'on croit. Mais bien sûr, après, je vais pas te mentir, bien sûr qu'avoir de l'argent et le perdre, c'est vachement plus dur que ne jamais en avoir eu, en fait, et d'en avoir d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? Le processus, il n'est pas le même. Je ne te souhaite pas d'avoir de l'argent, de plus en avoir et d'en réavoir. C'est sûrement la pire des situations. Maintenant, ne te leurre pas. Si tu ne t'exposes pas, tu n'auras pas l'occasion de gagner beaucoup d'argent. Et si tu ne t'exposes pas, tu n'auras pas l'occasion de faire faillite. Et il ne faut pas croire que ce n'est pas une occasion. Parce qu'il y a une chose qui est intéressante dans tout ça. Revenons à l'invité et au sujet de l'interview aujourd'hui. Est-ce que Jamel aurait été Jamel sans l'accident? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il aurait eu le même talent, la même flamme qui brûle en lui? Je pense qu'il avait déjà la flamme, mais c'est devenu un brasier parce qu'il y a eu l'accident. Alors, je ne suis pas devin, je ne suis pas omniscient et omnipotent, mais en tout cas, c'est mon ressenti. Silence gênant. Il est temps de poser à Jamel the question of this interview, la question qui va changer l'interview à jamais. Jamel, est-ce que c'est vrai qu'il y a des années de ça, on t'a proposé un chèque d'1 million et qu'il y avait ton père et que ça s'est pas... Ah. Et t'as refusé? Putain, comment tu sais ça, toi? Je me souviens plus de la somme. Mais c'est vrai que je jouais dans un petit café-théâtre qui s'appelle Le Movies, il y avait 4 personnes, 5.
Et puis un monsieur qui s'appelle Charles Belloulou, que je salue, que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu. J'espère que tu vas bien, Charles. Qui était le responsable de TF1 Vidéo à l'époque et qui m'a proposé effectivement un très gros chèque pour signer 3 spectacles. Et je me suis dit, s'il me propose autant d'argent alors qu'il n'y a que 4 personnes dans la salle, je vais attendre qu'il y en ait 8, peut-être que ça doublera le montant. Je vais attendre. C'était une proposition tellement énorme et je me souviens d'à l'époque, c'était pas 1 million, c'était 1 million de francs, t'as raison. Ça, 1 million de francs. 1 million de francs. Et mon père était à côté. Et c'était à l'époque du jeu avec Philippe Risoli. On entendait tous les week-ends le million, le million, le million. C'était le gimmick de toute la France à ce moment-là. Et le mec, il a dit cette phrase, ouais, je te propose 1 million de francs. Ben, mon père, il a fait une crise d'asthme. Il n'avait jamais fait d'asthme de toute sa vie. On était dans la merde à ce moment-là. Et c'est vrai que j'y ai pas été. Mais l'offre était tellement incroyable et tellement prématurée, je trouvais, que c'était pas le bon moment. Ça m'aurait dénaturé. J'aurais jamais fait la carrière que j'ai fait, c'est sûr. Mais c'était sans ce calcul-là. Aujourd'hui, je peux te répondre ça avec cette distance. À l'époque, je me suis juste dit non, non, c'est pas le moment de signer des trucs. Et on a eu une chance incroyable, c'est d'être. On a été très bien payé sur H, par exemple, où là, j'ai tiré d'affaire ma famille tout de suite. H, ça a été extraordinaire à vivre, dans tous les sens du terme. Je passais du RMI à l'ISF. C'est 3 lettres complètement différentes, hein, qui changent toute ta vie. Le pouvoir du non. Le pouvoir du non, mon ami, le pouvoir du non. Je sais déjà que cette phrase a changé la vie de certains d'entre vous. J'espère qu'elle changera à jamais votre vie. Je sais même pas quoi te dire en fait. Ça m'a tellement choqué d'entendre cette histoire. Ça m'a choqué. Repasse-toi ce passage. C'est incohérent en fait. Parce qu'en fait, comme il dit, aujourd'hui tu l'entends avec le recul, tu connais la carrière de Jamel, donc tu te dis, ouais, il a eu, tu sais, c'est facile en fait, ouais, il a eu raison, j'aurais fait pareil, blablabla. Non, non, mais remets-toi dans le contexte quoi. Le mec est dans la merde, sa famille est dans la merde. Il y a un gars qui a le fliric, qui est là, qui te dit, je te fais un chèque, on fait un chèque d'1 million et tu travailles pour moi. Et non, c'est trop tôt. What? Qu'est-ce que tu racontes? Et rigole pas avec moi, parce que il y a 80% de chances pour que toi tu dises oui. La question que tu dois te poser maintenant, c'est qu'est-ce que le mec a dans la tête pour qu'il dise non? Qu'est-ce que le mec a dans la tête pour qu'il dise non en ne connaissant pas sa carrière? Parce que le côté complètement dingue de l'histoire, c'est ça. Quand moi je dis que je ne regrette pas mes galères, c'est parce que quand je galérais, je savais que je galérais, mais je sais pas comment expliquer. En plus, c'est hyper paradoxal, et je peux le dire, hein, je crois absolument pas au destin. C'est vraiment, pour moi, le destin, c'est vraiment un truc, j'y crois absolument pas, tu vois. Mais je savais que ce que je vivais, je devais le vivre, en fait. Je saurais pas t'expliquer comment, en fait. J'ai pas d'explication rationnelle à donner, en fait. Je savais que ce que j'ai vécu, je devais le vivre. Et j'ai toujours su que je devais le faire de la façon, que je devais faire les choses que je fais de la façon dont je les fais en fait. Tu vois, par exemple là, il y a encore pas longtemps, ma mère me disait, oui Nicolas, on fait trop de choses, blablabla. Et en fait, je sais pas comment dire, tu vois, je m'en fiche en fait. Parce que je sais que ce que je fais, je dois le faire. Et donc du coup, comme je dois le faire, je me pose pas la question de la situation dans laquelle je vis la chose. Et là, c'est exactement identique. Le mec ne savait pas où il allait, mais il savait que... ce qu'il vivait là devait être vécu. Et en plus, comme il le dit, tu vois, il y avait 4 pélucres dans la pièce. On me propose... En fait, c'est marrant parce que c'est lié pour moi à tout le début de l'émission. Tout ça n'est qu'un tout, en fait. L'argent... En fait, l'erreur que font les gens, et je crois que c'est le moment de l'expliquer, et j'espère que tu feras plus cette erreur, c'est de décorréler l'argent des individus. En fait, les gens traitent l'argent comme si c'était un objet inerte, alors qu'en fait, l'argent est vraiment très corrélé à toi, en fait. Il est vraiment très lié à ta personne, beaucoup plus que ce que tu l'imagines. Et réellement, je t'assure que ce mec-là, il a ressenti cette situation par rapport à sa vie, cette salle avec 4 personnes, un gars là, dans un coin qui lui propose 1 million. Il se dit quoi, le mec? Il se dit... Écoute, moi, tu me donnes aujourd'hui 1 million et il y a 4 personnes et toi dans la pièce. Si demain, il y en a une dizaine, ça va peser dans le game. Je ne sais pas 1 million que je vais avoir, c'est 10 fois plus. Et en fait, c'est cette espèce de réussite sans concession qu'on veut qui fait que, en réalité, certaines personnes y arrivent et d'autres pas. Tu vois, moi, je fais des choses, des fois, les gens ne comprennent pas en fait ce que je fais. Parce que, en fait, moi, c'est pareil, je veux pas de concession, en fait. Et je veux pas
veux pas d'une pseudo-réussite. En fait, je vais même te dire un truc vachement grave, mais qui est vraiment lié avec l'émission. Je crois que je préfère mourir en ayant échoué que réussir à moitié, en fait. Tu peux te répéter cette phrase tant que tu veux, quoi. Je préfère mourir en ayant échoué que réussir à moitié. Moi, si je dois réussir à l'échelle que j'ai dans ma tête, j'aurais réussi à cette échelle-là. Et même si j'ai 60 berges ou 70 berges et que j'y arrive qu'à ce moment-là, ça ira très bien pour moi. Je serai très heureux, en fait. Par contre, réussir à moitié, ça me ferait chier profondément. Je suis désolé, je suis vulgaire parce qu'il n'y a pas d'autre terme à donner, en fait. Ça m'embêterait, mais profondément, de réussir à moitié. Je n'accepterai pas la moitié de quelque chose. Dans mon esprit, et tu m'entends très régulièrement le dire, gris, ça n'existe pas, en fait. C'est blanc ou c'est noir, quoi. Il n'y a rien d'autre, en fait. C'est blanc ou noir. Donc je préfère être dans le noir, et tant pis, être oublié et ridiculisé, et pas avoir existé, que pas avoir le blanc, en fait. Si c'est pour atterrir sur du gris ou sur une moitié de quelque chose, voilà quoi. C'est pareil, j'ai toujours dit, il y a une phrase qui a toujours marqué mon entourage, que j'ai plus besoin de dire aujourd'hui, mais que j'ai souvent dit pendant très longtemps. J'ai souvent dit, si je gagne au loto, je rends l'argent. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Même si demain tu me donnes le ticket, tu me dis va prendre l'argent, j'aurais même pas envie de prendre l'argent et de faire croire à des gens que je l'ai gagné. Non, je veux le gagner en travaillant, en fait. Je veux gagner les 300 millions en bossant, tu vois. Je les veux en bossant, je les veux pas en ayant gratté. Enfin, pour moi, c'est... Enfin voilà quoi, demain tu viens me voir, t'es un gagnant du loto, tu me dis oh, j'ai gagné 300 millions au loto, je me retourne, je me barre quoi, t'es un loser en fait, t'es un loser quoi, voilà, je vais être, ça va tellement être violent, je te respecte en tant qu'être humain si tu m'écoutes, hein. Je suis vraiment désolé, j'ai vraiment un profond respect pour toi en tant qu'être humain, je suis vraiment content pour toi, mais pour moi t'as passé une vie médiocre pourrie, et ton seul échappatoire c'était d'aller gratter un ticket, il n'y a aucune... Enfin voilà, il n'y a rien quoi. Tu as gagné de l'argent sur le dos d'idiots qui eux n'ont rien appris de plus. Enfin, pardon pour tous ceux qui jouent au loto parce que du coup c'est moi l'idiot de parler comme ça. Mais je veux dire, c'est la quintessence de la bêtise quoi. C'est voilà, pour moi c'est voilà, je produis de l'argent en ne rien faire. Il n'y a pas de voilà. Le plus triste pour moi dans cette histoire, c'est qu'en France, il y a une grosse partie des gens qui n'acceptent la richesse que par ce vecteur-là. Alors là, pour moi, c'est encore le degré au-dessus. Mais bon, bref, passons. Je reviens au propos. Recentrons-nous parce que je m'égare. Ce que je veux te dire, c'est que tu constates cette non-concession. 1 million de francs à l'époque, c'est beaucoup d'argent. Il est en galère et il te dit que dès qu'il fait H, il devient riche. Et qu'est-ce qu'il fait en premier? Il peut sauver sa famille. Je te mets de l'argent sur la table qu'avec ce million, il mettait à l'abri sa famille aussi. Sauf que lui, c'est pas ça qu'il voulait. Et il ne le voulait pas comme ça. Et tu sais, il y a un dicton qui dit que ce que tu peux imaginer, tu peux l'avoir. Et j'aime pas toutes ces phrases préétablies, pas parce qu'elles sont pas vraies, parce qu'elles sont vraies, mais elles t'expliquent pas tout en fait. En réalité, ce que tu dois comprendre, c'est qu'un mec comme Jamel, un mec comme moi, tous ces mecs-là, en fait, qu'est-ce qui se passe dans notre esprit, c'est qu'on visualise une forme de ce qui est pour nous une réussite. Alors, elle se visualise de plein de manières différentes, peu importe, on est chacun libre de visualiser les choses comme ça. Et en fait, c'est assez prétentieux de parler comme ça, mais on ne veut pas autre chose en fait. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? C'est que si par exemple, je te dis une connerie, mais le Jamel du passé, il se visualisait en étant une superstar hollywoodienne du cinéma ou je sais pas quoi, ben lui, il voulait avoir son argent au travers de ça. Il voulait pas qu'un mec au fond d'une salle lui fasse un chèque d'1 million, un pauvre chèque d'1 million pour faire des vidéos sur VHS qui seront vendues en vidéoclub à la location, tu vois. Et donc du coup, comme il y a une incompatibilité entre la vision et le personnage, la personne, ben, l'acte financier ne s'enclenche pas. Et si tu comprends ce putain de mécanisme que j'essaie de t'expliquer dans cette émission, ben, tu comprends comment ça marche. Et en fait, je ne peux pas te l'apprendre en fait. Je vais faire 1001 émissions comme ça, je ne m'arrêterai jamais de les faire parce que je peux que te montrer ce schéma jusqu'à ce que toi, tu trouves ton schéma. Et je vais te dire un truc qui va dans mon sens et en même temps qui va contre moi. C'est-à-dire que moi, dans mes programmes, je te donne les clés pour réussir financièrement. Tu vas avoir les vraies clés. Mais si tu ne mentalises pas ça, même avec la bonne clé, tu n'ouvriras jamais la bonne porte en fait. C'est-à-dire que l'accomplissement, la mise en œuvre, la réalisation d'objectifs, de grands projets, etc., elle passe par ça. Elle passe par cette espèce de je sais pas comment dire, mais de forme d'extrémisme. Je suis désolé, c'est des propos qui peuvent être choquants s'ils sont tirés de leur contexte, sortis de leur contexte, pardon. Mais c'est la réalité. Il y a cette forme d'extrémisme sur des points qui vont pour toi te paraître... Parce que, encore une fois, voilà, j'insiste sur ce contexte, mais
Effectivement, quand tu es dans la galère, refuser 1 million de francs, ça paraît complètement délirant. Et pourtant, c'était la meilleure des choses à faire. Il a fait la chose qu'il devait faire pour être la personne qu'il est. Et quelle est la raison de cette conviction qu'il habite? Où est-ce qu'il va puiser cette inspiration, cette espèce de flow qui le pousse à dire non? Et comment il arrive à faire ça? En fait, moi, quand je fais des choses que les gens autour de moi ne comprennent pas, souvent, quand on me pose des questions, j'ai cette espèce de clarté dans mon esprit qui me fait me dire « Ok, c'est ça qui est grave en fait, c'est que je me dis, ok, s'il ne le voit pas, c'est que j'ai raison. S'il ne voit pas ce que je vois, ça veut dire que je suis le seul à le voir, ça veut dire que c'est une opportunité en fait. Alors, et je vais pas te mentir, des fois tu es seul chez toi, tu te dis, je suis complètement fou, je suis en train de faire une connerie, ça va peut-être pas marcher comme je veux. Je te cache pas qu'il y a cette forme de peur qui nous habite tous, mais une chose plus forte nous pousse à y aller quand même. Et je voulais absolument que tu entendes ça, c'est capital pour moi. Et il faut que tu arrives à trouver cette espèce de conviction profonde qui va commencer à t'habiter. Pareil, je veux que tu saches une chose, cette conviction, elle va t'habiter de plus en plus. Elle ne va pas t'habiter tout de suite, elle ne va pas être très forte au départ. Elle va être forte de plus en plus au fur et à mesure que tu vas avancer dans le chemin que tu déblais en fait. Ce qu'il y a d'hyper intéressant, c'est que tu vas savoir que tu es sur la bonne voie le jour où tu vas commencer à dire non à des choses que tu peux faire, d'accord ? À des choses que tu peux réaliser, mais que tu ne feras pas parce que tu auras cette espèce de conviction que tu vas trouver vraiment ce que tu cherches. Je vais te le dire autrement. En gros, on va le ramener à de l'argent. Tu as de l'argent, on te propose une opportunité financière, tu vas la refuser alors qu'il y a ton toi du passé l'aurait peut-être accepté ou plein de gens auraient accepté cette proposition. Mais toi, tu vas la refuser parce que tu as un cap, tu as quelque chose qui t'habite. Et si tu as ça, si tu commences à le mettre en forme, à l'ancrer dans ta réalité, à pouvoir le verbaliser, à pouvoir dire non, à pouvoir mettre les choses en place réellement, ça veut dire que tu es sur la bonne route, tu es sur la bonne voie. Et je t'encourage, fais-le, construis cette personne, construis cette conviction, parce que c'est ça qui t'amènera là où tu veux aller. Et moi, je veux que tu atteignes tes objectifs. Avec ou sans moi, ça n'a pas d'importance. Atteins-les. Tu vois, à 20 et quelques piges, sortir d'Astérix, d'Indigène et d'Amélie Poulain, comme tu dis, rien n'était impossible derrière. Tu pètes un câble. Alors là, poteau, cherche pas, c'est la boule à facettes dans ma tête. Il y a un DJ à l'intérieur. Ah ouais, non, mais je suis parti en cacahuète. Cacahuète 2000. Mais on a tout vécu à 10 000 à l'heure. C'était le festival de Cannes. C'était Canal+, qui était sur le toit du monde. C'était nous qui étions les bienvenus partout. C'était tous les jours notre anniversaire. Partout où j'arrivais, je disais, c'est mon anniversaire. Tout le monde disait, je rentre partout, dans un supermarché, dans une boîte de nuit, ça venait à la mairie. Je dis, bonjour, c'est mon anniversaire. Et j'ai profité de ça pendant des années. J'ai tout cramé. J'ai tout vécu à fond la caisse. Parce que c'est pas normal de vivre ce qu'on a vécu à cet âge-là. J'en ai allègrement profité et fait profiter, j'espère. Et aujourd'hui, je suis un peu revenu de ça. Je me suis apaisé à cet endroit, tu vois. On a fait toute cette fête qu'on devait faire. Et aujourd'hui, la fête est toujours aussi présente, mais elle est plus mesurée. Alors là, il aborde un sujet très peu abordé, et je vais en parler rapidement, parce que sinon l'émission va encore durer des heures, comme d'habitude, mais bon, t'es habitué. C'est hyper intéressant. Il te dit, voilà, donc il fait la série H, après ça monte crescendo, il explose, et à partir de là, plus rien n'est impossible. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain point, quand tu vas commencer à enchaîner les réussites, plus rien ne devient impossible. Bim, tu touches la lune, ça part en freestyle. C'est comme il dit, la boule à facettes dans la tête. Il y a le DJ, c'est Cacahuète 2000, et on est en roue libre totale. C'est génial parce que ça dure un temps, comme il le raconte, et ça peut t'arriver. On a tendance souvent à avoir peur de ces pertes. Et on ne mesure jamais les vraies réussites. C'est-à-dire que tu sous-estimeras toujours une réussite exponentielle, une réussite écrasante. Ça existe, il faut le savoir. À des moments, d'un coup, tu peux avoir selon dans quel projet tu te lances, tu peux encaisser des sommes d'argent, mais énormes. Et là, avec Jamel, on a une superbe leçon. Quand on re-regarde l'émission qu'on vient d'écouter, à toutes les personnes qui me disent comment devenir riche rapidement, ben finalement, Jamel, il te le dit, quoi. Ça a été un truc qui l'a fait basculer, quoi. Une émission, quoi. Un truc. Donc, tu lances un projet, et c'est finalement 100% le projet
qui va te permettre, oui ou non, d'aboutir. Donc ça veut dire quoi? Si on fait une petite analyse rapide, ça veut dire qu'il faut bien que tu choisisses ce dans quoi tu te lances. Tu ne dois pas te lancer dans quelque chose où il n'y a pas, premièrement, à la clé de l'argent à gagner, on ne va pas se mentir, parce qu'ici on est quand même là pour parler d'argent. Et deuxièmement, c'est le cas de toutes les personnes que je te montre, quelque chose pour laquelle tu as une vraie passion. Là, on est clairement dans de la passion pure et dure. Il s'est lancé dans quelque chose qui le passionnait, mais il y avait aussi de l'argent dans ce domaine d'activité. Il savait que s'il réussissait à devenir humoriste, il y aurait de l'argent à la clé. Si demain tu me dis je veux devenir berger, je ne dis pas que tu ne vas pas gagner d'argent, mais tu comprends bien que, quoique, et encore, moi je pense que dans tous les métiers du monde, il y a matière à faire quelque chose qui n'a jamais été pensé, à une échelle à laquelle on ne peut pas le soupçonner. Mais voilà, il faut une vraie passion et une vraie vision. Voilà. Donc on va se concentrer là-dessus parce que je pense que c'est quand même l'essentiel de ce que je viens de te dire. Et je pense que je ferai une émission sur les crises de carte bleue parce que ça existe. Ce qu'il dit là, je ne pense pas que c'en est une puisque Jamel, moi que je sache, il n'a jamais fait faillite. Mais c'est intéressant de voir que quand l'argent coule à flot, qu'on a mis ses parents à l'abri, ben là c'est open bar, c'est parti, on lâche les watts et puis on fait parfois des choses qu'on n'aurait jamais faites dans d'autres circonstances. Tant mieux, moi je suis hyper heureux pour ce mec, j'adore ce mec, j'ai adoré la série H, on va pas se mentir, si j'étais fan total. Et en plus le gars est juste exceptionnel, quoi. Je veux dire, il y a très peu de gens, je connais des gens, de certains plus ou moins proches, qui sont accablés, écrasés par leur vie alors qu'ils n'auront aucun problème, quoi. Aucun problème, d'accord ? Et là, tu as un gamin quoi, qui a eu un accident gravissime, qui l'a tourné à la dérision, qui vient de t'apprendre, qui vient de te montrer par A plus B, quoi, la mentalité, la bonne mentalité pour aborder les choses. Je veux dire, voilà, inspire-toi. Comme je le dis très souvent, et comme tu as déjà entendu cette phrase, le verre, tu peux le voir à moitié vide ou à moitié plein. Que tu le vois à moitié vide ou à moitié plein, de toute façon, s'il y a de l'eau dedans, il faut le boire. Dans tous les cas, peu importe, en fait. Donc, terminé, quoi. Faut arrêter à un moment donné. On a tout pour réussir, où qu'on soit. Il suffit de s'en donner les moyens. Il faut arrêter de se plaindre de nanani, de nanana, les impôts, les machins, les trucs. Ah, mais j'ai ci, ah, mais j'ai ça. Ah, j'ai perdu 10 000 balles. Ah, j'ai perdu 50 000 balles. Ah, oui, tu veux gagner de l'argent, il va t'arriver des choses. Et tant que t'es pas mort, tant qu'il t'est pas arrivé un truc grave, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu peux réussir. Jamel en est la preuve. Jamel en est la preuve. Et ce qu'il y a de génial avec Jamel, on va lui laisser le mot de la fin, ça me paraît normal, on va se tourner vers lui une dernière fois. C'est un garçon, Jamel, je te regarde, Jamel, tu es un enfant tu es de parents étrangers, nés à Paris, avec des enfants nés dans un hôpital américain, c'est quand même fabuleux. Raconte-nous rapidement et explique-nous, donne-nous le mot de la fin. C'est une force incroyable. J'ai l'impression d'avoir voyagé sans avoir quitté ma chaise, d'avoir fait le tour du monde. Tu vois, mon père, il est né dans une étable à Taza, c'est vrai. Un des premiers mots qu'il a dit dans sa vie, c'est « bah ». Et il rigole, mais c'est vrai. Je dis dans le spectacle. Moi, je suis né à Barbès, dans une cuisine presque. Mes enfants, ils sont nés dans un iPad à l'hôpital américain, c'est vrai. Pour autant, nos parents nous ont filé suffisamment d'outils, tu vois, pour aborder ce monde. J'ai été entouré de bienveillance. Je pense qu'il ne faut absolument pas chercher à se mouvoir là-dedans. Tu te poses aucune question. Tu vois, il n'y a pas de mode d'emploi pour vivre ça. Ça n'existe pas, tu vois. Tu n'as pas choisi que ton père soit né à Taza et que tes enfants soient nés à l'hôpital américain. Tu le vis. Et je pense que malgré tout, un truc qui t'aide à slalomer là-dedans, c'est les gens avec qui tu vis. Les gens qui t'entourent, ton équipe, au day-to-day, c'est la chose la plus importante parce que c'est elle qui te fait évoluer ou régresser. Tout dépend du niveau que eux ont. C'est cet adage qui dit qu'ils se ressemblent, ça semble, moi j'y crois, hein, vraiment. Le plus dur dans notre métier, c'est d'aller chercher la vérité, tu vois, la vraie vérité. Nous, on passe notre temps à fabriquer des trucs, tu vois, donc forcément, avoir la vraie vérité, c'est quelque chose, c'est une quête perpétuelle. Et la seule manière de l'obtenir, c'est d'être entouré de gens vrais qui sont avec toi pour les vraies raisons. Et toi, tu l'as trouvé ? Quoi ? La vérité. Pas encore. Écoute, c'est une fin magnifique. Vis ta vie. Entoure-toi des bonnes personnes. Alors effectivement, dans ce milieu-là, on cherche la vérité, mais je vais quand même conclure moi aussi en t'ajoutant ces mots-là. Quand tu as de l'argent, tu cherches effectivement la vérité dans le sens où tu veux savoir si les personnes qui sont autour de toi sont là pour les bonnes raisons. L'argent, c'est un outil qui te permet de vivre des expériences. Moi, je te souhaite
toute la réussite du monde parce que tu es capable de choses mais immenses. Je crois en toi. Je crois en toi parce que tu es de ma famille. Pense à me laisser une note. Pense que mes programmes sont disponibles et pense à revenir la semaine prochaine. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!